Alors, il faut qu'on vous parle de ce risque qui est pointé du doigt par la Banque centrale européenne en amont de la publication de son rapport sur la stabilité financière, qui est prévu d'ailleurs pour demain. On parle du boom des stablecoins parce que les experts de la BCE nous disent que, et là je cite, leur croissance rapide et leur adoption possible dans de nouveaux usages pourraient introduire des risques pour la stabilité financière à l'avenir. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Comme toujours avec les cryptos actifs, on sait, il y a ceux qui se passionnent sur le sujet, puis ceux qui regardent d'un œil un petit peu plus distrait et distant. On va faire un petit rappel quand même rapide sur ce qu'est un stablecoin. Oui, petit moment de vulgarisation pour ceux qui ne seraient Nécessaire, pas effectivement. nécessaire. Même pour moi, Ouais, même pour Bibi. nécessaire Hein. pour ceux qui ne seraient pas familiers du sujet. Alors, comme leur nom l'indique, les stablecoins, ce sont effectivement, David, des crypto-monnaies à la valeur stable qui est indexée sur de véritables devises où ça peut mettre des matières premières, notamment comme l'or ou le pétrole. Finalement, c'est un jeton, un coin qui a pour objectif de pallier à la volatilité des cryptoactifs traditionnels grâce à une indexation. Par exemple, un stablecoin égale 1 $ ou 1 €. Dans les faits, on verra que c'est surtout en dollars que ça se passe. Et puis, pour la petite histoire, le premier est apparu autour de 2014, c'était Tether. Et puis, ils sont devenus depuis un élément important de l'écosystème crypto parce qu'ils permettent de passer d'un actif risqué à une valeur stable tout en restant dans la blockchain. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'intéressant pour beaucoup de monde. Oui, parce que c'est une réalité, la volatilité, pardon, il faut le dire, la volatilité des cryptoactifs Surtout en ce moment. est très élevée, et la plus élevée d'ailleurs de tous les actifs. Il faut quand même le rappeler. En tout cas, effectivement, c'est très volatile. On le voit en ce moment avec ce qui se passe sur les bitcoins et les mouvements de correction qu'il y a eu sur les crypto-monnaies. Et a priori, justement, le stablecoin permet d'échapper. On verra que dans les faits, c'est pas toujours aussi simple, mais permet d'échapper à ça. Puis ça a plein d'autres vertus. Voilà, ça sert à quoi concrètement? En fait, ça facilite les paiements. Vous savez, un transfert de stablecoin, c'est quasi instantané. Ça coûte très peu cher. On s'imagine tout de suite les débouchés qui sont possibles pour notamment les paiements internationaux. On l'a dit, ça peut servir de monnaie refuge dans l'univers des cryptos, justement. Et puis, ça alimente la finance décentralisée, les prêts, l'épargne, les échanges automatisés. En fait, ça vraiment nourrit tout l'écosystème de la crypto. Pardon pour cette question très simple, mais est-ce que ça marche véritablement? Ça marche même sacrément bien, puisque selon à la fois les chiffres que j'ai pu collecter et ceux qui sont avancés par la Banque centrale européenne, aujourd'hui, la capitalisation des stablecoins, c'est entre 280 milliards, 300. Le dernier chiffre, ce serait 300 milliards de dollars à fin octobre. Attention, c'est quand même une stabilité, donc on voit que l'essor a été extrêmement important. C'est quand même une stabilité qui repose sur la confiance, puisque en face de ce stablecoin, en fait, vous avez bien sûr des mécanismes de garantie, ce qu'on appelle, vous savez, le collatéral. Hein, donc, ça peut être soit la devise en elle-même, du dollar, du bon vieux dollar, des liquidités, soit des bons du trésor. Pour d'autres, ça va être d'autres crypto-actifs ou encore des algorithmes. Et quelquefois, ça se passe pas toujours bien. On voit que l'histoire des stablecoins a été quand même émaillée de quelques jolis crashs. Alors, je vois pas lequel, vous pensez à quoi? On peut penser notamment à Terra USD en 2022, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Non. stablecoin qui était avec une garantie algorithmique, pas de collatéral réel, donc pas de vraie devise derrière. Il y a eu un effondrement en quelques jours, il y a eu 40 milliards de perdus quand même dans ce crash. Il y a eu Iron Finance en 2021. En tout cas, voilà, on voit que il y a eu quand même pour que le stablecoin soit solide, comme ceux qui sont plus répandus, USDC ou USDT, il y a vraiment ces questions de solidité des garanties en face pour garantir l'arrimage du coin à la devise. Je pense à investisseurs. Maintenant, si on se met de l'autre côté, Laurent, celles et ceux, enfin les acteurs qui émettent ces stablecoins, comment ils Oui. se rémunèrent? Comment ils gagnent de l'argent? En fait, ils gagnent de l'argent de différentes façons, en prenant notamment des commissions, des petites commissions, comme pourrait le faire un acteur traditionnel, et puis également parce qu'ils placent une partie quand vous achetez, entre guillemets, pour 100 stablecoins équivalent à 100 dollars, ces liquidités sont placées souvent sur des bons du trésor américain, sur de la dette américaine. On sait que même si les taux ont un petit peu baissé par rapport à leur plus haut, cette dette américaine rapporte, surtout quand on a vu l'essor des stablecoins, donc c'est une façon assez simple de se rémunérer. Mmh. Bon, on a compris, j'ai compris les grandes lignes. Laurent, je reviens au point de départ. Pourquoi la BCE potentiellement voit ces stablecoins comme une menace pour la stabilité financière? C'est pas rien. On voit bien en tout cas que les stablecoins sont quand même, comment le dire, David, une monnaie un peu hybride, parce que d'un côté, vous voyez, quand vous avez de l'euro réel, que ce soit un billet, une pièce sur votre compte, ça a toujours la même valeur. Là, on voit bien quelquefois le stablecoin
peut, selon certaines phases de stress de marché, se désarimer de sa devise de référence. Donc ça pose problème. On sait aussi qu'on peut faire varier la liquidité, en tout cas la masse monétaire en fonction des besoins. C'est ce que font les banques avec la monnaie traditionnelle. Et puis, on sait aussi que sur la monnaie traditionnelle et sur les acteurs traditionnels, il y a un contrôle prudentiel. Hein. On parle souvent des normes de stabilité, de Bâle 3, des stress tests notamment auxquels sont soumis les banques européennes. C'est pas le cas avec les stablecoins. Et puis la BCE, elle se dit aussi qu'une adoption massive des stablecoins, elle pourrait finalement détourner les usagers des dépôts bancaires vers cette autre source de financement. Et puis derrière, David, il y a effectivement, je l'ai évoqué, il y a une hégémonie terrible du dollar sur ces stablecoins, puisque aujourd'hui, on le sait, 99% des stablecoins sont adossés au dollar. J'ai trouvé le chiffre hein, aujourd'hui. Les stablecoins en euros, c'est 395 millions d'euros. Donc, vous voyez, c'est une goutte d'eau dans cet univers. Donc, on voit effectivement les risques que peut faire poser le développement de cet actif et sur les usagers et sur le système en lui-même. Oui, mais face à ça, Laurent, il y a de la régulation, un encadrement réglementaire qui est là pour assurer. Oui, on est venu effectivement mettre un petit peu de régulation. Vous avez raison, David. De l'autre côté de l'Atlantique, c'est le Genius Act. En Europe, c'est MiCA. Et ça, notamment sur le Genius Act aux États-Unis, ça nécessite notamment une garantie à 100% du stablecoin par des actifs liquides. Il y a des audits aussi, puisqu'en fait, je vous le disais, l'important, c'est de bien être capable de voir effectivement si les réserves en face des stablecoins sont solides. En Europe, c'est encore plus strict avec MiCA. C'est des réserves conservées dans des banques européennes avec des audits semestriels. Mais vous voyez, même là, on peut se dire que si un stablecoin était mis à la fois dans l'Union européenne et hors de l'Union européenne, eh ben, on voit bien que les réserves européennes pourraient ne pas suffire en cas de rachat massif. Donc là aussi, il y a des trous dans la raquette, si je peux dire. Donc on finit là-dessus, Laurent, mais alors sans être un expert, mais si je vous suis dans les grandes lignes, ce rapport, il a plutôt raison de voir finalement les stablecoins comme un risque additionnel. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut le voir de façon assez pragmatique, là aussi, sans être absolument... je veux dire, il faut être assez factuel. À la fois, on voit que c'est un mécanisme intéressant. D'ailleurs, l'Europe essaye elle-même de pousser au développement de ses actifs numériques et de stablecoins qui lui permettent un petit peu de rivaliser avec l'hégémonie américaine. De l'autre, forcément, ça amène des risques additionnels. On le voit, on les a nommés. Déjà, d'un point de vue strictement européen, là aussi, c'est une perte de souveraineté. Si le développement des stablecoins se fait en dollars, c'est encore un... À 99%, c'est fou comme chiffre. Voilà, 99%. On voit d'ailleurs comment la demande supplémentaire de stablecoins a directement contribué à l'augmentation des émissions de bons du trésor à court terme aux États-Unis. Donc là aussi, il y a une corrélation possible entre une phase de stress de marché sur les stablecoins et une transmission à la finance traditionnelle. Il y a des acteurs qui commencent à être régulés, mais qui ne sont pas autant régulés aujourd'hui que les acteurs traditionnels. Donc là aussi, risque de transmission si l'usage et l'adoption se fait de plus en plus. Donc oui, forcément. Alors après, vous savez, ce rapport, c'est sur l'ensemble des risques du système. Donc c'est pas non plus... C'est pas le seul. C'est pas le seul, exactement, ouais. Et c'est pas la BCE ne se met pas à faire un focus. Mais c'est un risque de plus. C'est un risque de plus. Exactement. C'est un petit peu la morale de l'histoire. Ouais. C'est un risque de plus qu'il va falloir monitorer parce qu'on voit que le développement est extrêmement rapide et qu'il y a forcément des angles morts sur la façon dont on peut contrôler ce risque à l'heure actuelle. Allez, explication hyper didactique. Même moi, j'ai compris. Signé Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Salut. Merci David. Ciao.